bonsoir, et bonsoir la rediff, et bienvenue à cette nouvelle soirée. Horrifiques histoires. Un soir, chargé d'étoiles, alors que Pharos brillait splendidement sur le port, le bateau attendu accosta, et marins et marchands aux étranges visages, un à un ou par groupe, parurent dans les vieilles tavernes du rempart de la mer. Il était fascinant de revoir ces visages qui ressemblaient aux traits divins sculptés sur le Ngranek. Mais Carter ne se pressa pas de parler aux marins silencieux. Il ne savait quel orgueil, quel mutisme ou quel vague souvenir divin peuplait ces fils des grands anciens. Et il était sûr qu'il ne serait pas sage de leur parler de sa quête ou de les interroger avec trop de précision sur le désert glacé qui s'étend au nord de leur pays crépusculaire. Il parlait fort peu avec les autres clients de ces vieilles tavernes, mais se réunissaient en groupe dans les coins éloignés et chantaient entre eux les airs envoûtants de régions inconnues ou psalmodiaient de longs récits avec un accent étranger au reste du monde des rêves. Ces airs et ces récits étaient si peu communs et si émouvants que l'on en devinait les merveilles rien qu'en regardant les visages de ceux qui les écoutaient, bien que les mots ne parvinssent aux oreilles du vulgaire que sous la forme d'un rythme étrange et d'une mélodie obscure. Pendant une semaine, les mystérieux marins traînèrent dans les tavernes et commercèrent dans les bazars de Céléphaïs. Avant qu'ils ne repartissent, Carter, disant qu'il était un vieux carrier d'onyx et désirait travailler dans leur carrière, avait retenu une place sur leur sombre navire. C'était un très beau bateau, habilement travaillé, fait de bois de teck et orné d'accessoires d'ébène et d'incrustations d'or. La cabine où logeait le voyageur était tendue de soie et de velours. Un matin, au changement de la marée, on hissa les voiles et on leva l'ancre. Carter, qui se tenait à la poupe, vit le soleil levant incendier les remparts, les statues de bronze et les minarets dorés de Céléphaïs, la ville sans âge. Il les vit ensuite se perdre au loin, et le pic neigeux du mont Aran devenir de plus en plus petit. À midi, on ne voyait plus rien que le bleu délicat de la mer sérénérienne, avec au loin un galion peint qui faisait voile vers ce royaume de Séranie,
où la mer rencontre le soleil. La nuit vint gorgée d'étoiles, et le sombre navire mit le cap sur le chariot et sur la petite ours qui doucement se balançait autour du pôle. Les marins chantèrent les chants mystérieux de pays inconnus, puis, un par un, se glissèrent dans l'autre pont, tandis que les vigies et les hommes de quart murmuraient de vieilles chansons et se penchaient au-dessus du bastingage pour regarder les poissons lumineux qui jouaient en bande dans la mer. Carter alla se coucher à minuit et se leva dans la clarté d'un jeune matin en remarquant que le soleil semblait plus au sud que d'habitude. Tout au long de cette deuxième journée, il fit un peu mieux connaissance avec les hommes du bateau, les amenant lentement à parler de leur froid pays crépusculaire, de leur exquise cité d'Onyx et de leur crainte des hauts pics infranchissables, par-delà lesquels, dit-on, se trouve Leng. Ils lui dirent combien cela les ennuyait, qu'aucun chat ne voulut rester dans Inquanok, et combien, pensait-il, la proximité incertaine de Leng en était responsable. Du désert de pierre du Nord et de lui seul, ils ne voulurent pas parler. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans ce désert, et on trouvait plus commode d'en nier l'existence. Les jours suivants, ils parlèrent des carrières dans lesquelles Carter disait qu'il allait travailler. Il y en avait beaucoup parce que toute la cité d'Inquanok était faite d'onyx, et parce qu'on en échangeait de grands blocs polis à Rinar, au Grothan, Céléphaïs ou, sur place, à des marchands venus de Thra, de Ilarnek et de Cadathéron, contre les belles marchandises de ces ports fabuleux. Loin au nord, presque dans le désert glacé dont les hommes d'Inquanok ne tenaient pas à admettre l'existence, il y avait une carrière abandonnée, plus grande que toutes les autres, dont, en des temps oubliés, on avait tiré des blocs si prodigieux que la vue de leurs empreintes découpées au ciseau suffisait à frapper de terreur tous ceux qui les contemplaient. Qui avait taillé ces blocs d'une taille incroyable et où avaient-ils été transportés? Nul ne pouvait le dire. On pensait qu'il valait mieux ne pas profaner cette carrière à laquelle, imaginait-on, s'accrochaient des souvenirs extraordinairement inhumains. Aussi la laissait-on inexploitée dans le crépuscule où seul le corbeau et peut-être l'oiseau Chantac planaient sur son immensité. Quand Carter entendit parler de cette carrière, il fut profondément ému, car il savait par les vieilles légendes qu'au sommet de Kadat, la cité inconnue, le château des grands anciens est bâti d'onyx. Et bonsoir Dan Macaria. Merci beaucoup Arthur pour le resub. Ça régale. 31 mois, beau gosse. Ça fait plaisir.
Chaque jour, le soleil tournait de plus en plus bas dans le ciel, tandis qu'à l'avant, les brumes devenaient de plus en plus épaisses. Au bout de 2 semaines, il n'y eut plus de lumière solitaire, rien qu'un crépuscule gris et singulier, brillant le jour à travers un dôme de nuages éternels. La nuit, une froide phosphorescence sans étoiles émanait de cette même voûte de nuages. Le 20e jour, on aperçut au loin dans la mer un grand rocher décharné. C'était la première terre en vue depuis que le pic neigeux d'Aran s'était évanoui derrière le bateau. Carter demanda au capitaine le nom de ce rocher, mais on lui répondit que ce rocher n'avait pas de nom et que jamais aucun bateau n'avait approché à cause des bruits qui, la nuit, en provenaient. Quand, après la tombée du jour, une plainte triste et continue s'éleva de cette masse de granit décharné, le voyageur fut heureux que le bateau n'eût pas stoppé et que le rocher n'eût pas de nom. Les marins prièrent et chantèrent jusqu'à ce que ce rocher fût hors de vue. Et Carter, durant les petites heures de la nuit, fit des rêves terrifiants. Deux matins plus tard, ils virent à l'est se dessiner dans le lointain une ligne de hauts pics gris dont les sommets se perdaient dans la masse des nuages crépusculaires. À leur vue, les marins entonnèrent des chants de joie et certains s'agenouillèrent sur le pont pour prier. Carter comprit qu'ils arrivaient au pays d'Inquanok et que bientôt ils seraient amarrés devant les quais de la grande ville qui porte le nom de ce pays. Vers midi, une côte sombre apparut et, un peu avant 3 heures, les dômes arrondis et les spires fantastiques de la ville d'Onyx surgirent vers le nord. Cette ville, ancienne, bizarre et insolite, s'élevait au-dessus de ses remparts et de ses quais, toute noire mais ornée de décorations et d'arabesques d'or incrustées. Les maisons étaient hautes, décorées de fleurs de chaque côté et de motifs dont l'obscure symétrie éblouissait l'œil par leur beauté plus saisissante que la lumière. Certaines étaient surmontées de dômes magnifiques, d'autres de terrasses pyramidales sur lesquelles s'élevaient des minarets dont la singularité dépassait toute imagination. Les remparts étaient bas et percés de nombreuses portes. Chacune de ces portes était surmontée d'une grande arche qui s'élevait très au-dessus du niveau général des murs et au sommet de laquelle reposait la tête d'un dieu, sculptée avec la même maîtrise que celle qui,
sur le lointain Ngranek, avait guidé la taille du monstrueux visage. Au centre de la ville, sur une colline, s'élevait une tour à 16 côtés, plus haute que toutes les autres, et portant un grand beffroi pointu qui reposait sur un dôme aplati. C'était, dirent les marins, le temple des très anciens, régi par un vieux grand prêtre austère et chargé de secrets. Et bonsoir, Amaury. Par intervalles, un tintement mystérieux résonnait sur la cité d'Onyx, auquel répondait chaque fois une envolée de musique occulte faite de corps, de violons et de voix. Sur un galion amarré près du grand dôme du temple, une rangée de trépieds laissait par moments jaillir l'éclat d'un feu. Les prêtres et le peuple de cette ville étaient sages et respectaient les mystères originels. Ils conservaient fidèlement les rythmes des grands anciens, comme il est ordonné dans des inscriptions plus anciennes encore que les manuscrits pnacotiques. À l'instant où le bateau doublait la grande digue de basalte et pénétrait dans le port, les moindres bruits de la ville devinrent audibles, et Carter aperçut sur les docks les esclaves, les marins et les marchands. Et merci, inspecteur Waf Waf, pour ton prime. Merci beaucoup, Youen. Du love. Les marins et les marchands, avec leurs visages étranges, étaient de la race des dieux. Mais l'on disait que les esclaves, peuple trapu aux yeux torves, avaient traversé ou contourné les pics infranchissables et qu'ils venaient des vallées situées au-delà de Leng. Les quais s'avançaient très larges devant les remparts de la ville et s'encombraient de toutes sortes de marchandises déchargées des galions ancrés devant eux, tandis qu'à l'une de leurs extrémités s'entassaient de grandes quantités d'onyx, sculptés ou non, attendant d'être embarqués à bord de navires qui les emporteraient vers les lointains marchés de Rinar, d'Ograthan et de Séléphaïs. Le soir n'était pas encore tombé quand le sombre vaisseau jeta l'ancre le long d'un quai de pierre. Tous les marins et les marchands descendirent à terre et à travers une porte voûtée pénétrèrent dans la ville. Les rues étaient pavées d'onyx. Certaines étaient larges et droites, d'autres sinueuses et étroites. Les maisons bâties près de la mer étaient plus vastes et portaient au-dessus de leurs portes curieusement voûtées des insignes dorés
que l'on disait se trouver là en hommage aux petits dieux qui, respectivement, protégeaient chacune d'entre elles. Le capitaine du bateau emmena Carter dans une vieille taverne de marins où se pressaient les matelots de mystérieux pays et lui promit qu'il lui ferait visiter, dès le lendemain, les merveilles de la cité crépusculaire et le conduirait, sur les remparts du Nord, aux tavernes des carriers d'Onyx. La nuit tomba et l'on alluma les petites lampes de bronze, tandis que les marins entonnaient les chants de lointains pays. Quand, de la haute tour, la grande cloche résonna sur la ville et que lui répondirent les cors, les viols et les voix fascinantes, toutes cessèrent leurs chants et leurs récits et s'inclinèrent silencieusement jusqu'à ce que mourut le dernier écho. Sur la cité crépusculaire d'Inquanok plane une présence étrange et merveilleuse, et les hommes redoutent, en ne respectant pas ses rites, que colère et vengeance soient prêtes à se manifester sans qu'on le sache. Loin, dans un coin plein d'ombre de la taverne, Carter aperçut une forme trapue qu'il n'aimait pas. C'était sans doute, sans aucun doute, le marchand à l'œil torve que, si longtemps auparavant, il avait rencontré dans les auberges de Dilatlin et qui avait la réputation de commercer avec les horribles villages de pierre de Leng, villages qu'aucun homme sain ne visite, et dont, la nuit, l'on aperçoit de très loin les feux infernaux. L'on disait même que ce marchand avait conclu un marché avec cet indescriptible grand prêtre qui porte sur le visage un masque de soie jaune et vit seul dans un monastère préhistorique. Cet homme avait semblé témoigner d'un curieux intérêt quand Carter interrogeait les commerçants de Dilatlin sur Kadat et l'immensité froide. Sa présence dans la sombre et hantée Inquanok, si proche des merveilles du Nord, n'était pas, en somme, rassurante. Le marchand disparut avant que Carter ait pu lui parler. Et les marins racontèrent plus tard que ce marchand était venu d'un lieu mal défini, avec une caravane de yaks, et avait apporté un chargement d'œufs énorme et richement parfumé de cet oiseau chantac dont parlent les légendes, pour les échanger contre les gobelets de jade ouvragé que les marchands rapportent de Hilarnek. Le matin suivant, le capitaine du bateau conduisit Carter à travers les rues d'Onyx, grises sous le soleil crépusculaire. Les portes incrustées et les façades ornées de bas-reliefs, les balcons sculptés et les encorbellements recouverts de cristal. Tout
brillait d'une beauté sombre. De distance en distance, s'ouvrait une place ornée de piliers noirs, de colonnades et de statues d'êtres étranges, à la fois humains et fabuleux. La plupart des perspectives, rues droites et larges, allées latérales et enfilades de dômes arrondis, de spires et de toits couverts d'arabesques, étaient pleines d'une beauté et d'une magie dépassant toute expression. Mais rien n'égalait la splendeur des massives hauteurs du grand temple central des grands anciens, avec ses 16 faces sculptées, son dôme aplati et son beffroi élancé qui dominait toutes les constructions d'une majesté égale sous quelque angle qu'on le considérât. Vers l'est, très loin par-delà les murs de la ville et par-dessus des lieux de pâturage, s'élevaient les minces et grises silhouettes de ces pics infranchissables, au sommet perdus dans la brume, derrière lesquels on disait que se trouvait la hideuse cité de Leng. Et merci beaucoup Morrigan Pendragon. Pendrago pour le follow. Pendrago, je vais y arriver. Pour le follow, bienvenue. Le capitaine emmena Carter vers l'immense temple qui, avec son jardin clos de murailles, se dresse sur une grande place ronde d'où partent les rues, comme partent du moyeu les rayons d'une roue. Les 7 portes voûtées de ce jardin sont toutes surmontées d'un visage sculpté semblable à ceux qui dominent les portes de la cité. Elles sont toujours ouvertes, et le peuple s'y presse avec respect, parcourant librement les chemins couverts de tuiles et les petites allées bordées de grotesques statues des dieux thermes et de sanctuaires des petits dieux. Il y avait des petits... Pas du tout. C'est ça de lire sans regarder le bouquin. Il y avait des fontaines, des étangs et des bassins qui reflétaient l'éclat fréquent des flammes de trépied placées sur un haut balcon. Tous étaient faits d'onyx, et l'on en avait mis dans leurs eaux de petits poissons phosphorescents capturés par les pêcheurs sur les rivages de l'océan. Quand le profond carillon du beffroi vibrait au-dessus du jardin et de la ville, et que des 7 loges situées près des portes du jardin lui répondaient les cors, les viols et les voix, de longues théories de prêtres masqués et encapuchonnés de noir sortaient par les 7 portes du temple, portant devant eux, à bout de bras, de grands récipients d'or, d'où s'élevait une singulière vapeur.
Les 7 processions marchaient avec orgueil sur une seule file, chacun jetant la jambe loin en avant sans plier le genou, et descendaient les chemins qui conduisent aux 7 loges du temple. Pour en revenir, les longues files de prêtres empruntent une voie secrète, et l'on murmure que de profonds escaliers d'onyx descendent jusqu'au mystère dont on ne parle jamais. Seuls quelques-uns insinuent que les prêtres qui, masqués et encapuchonnés, défilent en colonne, ne sont pas des êtres humains. Carter ne pénétra pas dans le temple, car personne d'autre que le roi voilé n'est autorisé à le faire. Avant qu'il ne quittât le jardin, vint l'heure du carillon. Il entendit son tintement résonner au-dessus de lui, et le gémissement des corps, des viols et des voix jaillir des loges près des portes. Les longues processions de prêtres portant des coupes d'or descendirent vers les 7 grands promontoires de leur démarche bizarre. Et ce spectacle fit naître au cœur du voyageur une crainte que ne lui auraient pas donnée des prêtres humains. Quand le dernier de ces prêtres eut disparu, Carter quitta le jardin, non sans remarquer sur les dalles une tache à l'endroit où avaient passé les coupes. Le capitaine du bateau lui-même n'aima pas cette tache et entraîna rapidement Carter vers la colline où s'élèvent les nombreux dômes du palais merveilleux du roi voilé. Les rues qui mènent au palais d'Onyx sont abruptes et étroites, à l'exception de celles larges et sinueuses où se promènent sur des yaks le roi et ses compagnons. Carter et son guide, entre les murs incrustés, portant d'étranges signes d'or, et sous des balcons et des encorbellements d'où provenaient parfois de douces bouffées de musique ou de parfums exotiques, gravirent une allée en escalier. Ils avaient toujours devant eux ces murs titanesques et ces faisceaux de dômes bulbeux qui ont fait la renommée du palais du roi voilé. Ils passèrent enfin sous une grande voûte noire et émergèrent dans les jardins de plaisir du monarque. Là, Carter s'arrêta, saisi devant tant de beauté. Les terrasses d'onyx, les promenoirs à colonnades, les portiques amusants, les beaux arbres en fleurs grimpant en escalier jusqu'aux fenêtres dorées, les urnes et les trépieds d'airain ornés d'un léger bas-relief, les statues de marbre noir presque vivantes sur leurs piédestaux, les fontaines au fond de basalte où frétillaient des poissons phosphorescents, les minuscules temples des oiseaux chanteurs au plumage irisé posés au sommet de colonnes sculptées, les merveilleuses arabesques, les grandes portes de bronze et les vignes en fleurs grimpant sur toute la surface des murs polis. Tout se joignait pour donner un spectacle dont la beauté dépassait la réalité et paraissait à demi fabuleuse, même dans le monde du rêve. Tout cela scintillait comme une vision sous le crépusculaire ciel gris. Au premier plan, la magnificence des dômes et des sculptures du palais.
Au loin sur la droite, la fantastique silhouette des pics infranchissables. Les petits oiseaux et les fontaines chantaient éternellement, tandis que le parfum des fleurs rares flottait comme un voile sur cet incroyable jardin. Il n'y avait pas d'autre présence humaine. Et Carter en était heureux. Ils s'en retournèrent alors et redescendirent l'allée aux escaliers d'onyx. Aucun visiteur ne peut pénétrer dans le palais lui-même, et il vaut mieux ne pas regarder trop longtemps et trop fixement le grand dôme central qui domine l'entrée, car il abrite, dit-on, le vieux père de tous les fabuleux oiseaux Shantak. Et ce dernier envoie aux curieux des rêves fort bizarres. Après cette visite, le capitaine emmena Carter dans le quartier nord de la ville, près de la porte des caravanes, où sont les tavernes des marchands de yak et des mineurs d'onyx. Je vais refaire cette phrase parce que c'est terrible comme je l'ai mal lu. Vous savez quoi, je vais me mettre un repère et recommencer parce que ça sera plus sympa pour le montage. Ça c'est pour toi, Chabrette du futur. C'est cadeau. Pour une fois qu'il y a de la ponctuation, je me chie dessus. Après cette visite, le capitaine emmena Carter dans le quartier nord de la ville, près de la porte des caravanes, où sont les tavernes des marchands de yak et des mineurs d'onyx. Là, dans une auberge de mineurs, au plafond bas, ils se dirent adieu. Ses affaires appelaient le capitaine, et Carter était pressé de parler de la région nord du pays avec les mineurs. Les hommes étaient nombreux dans cette auberge, et le voyageur n'attendit pas longtemps pour converser avec quelques-uns d'entre eux. Il racontait qu'il était un vieux mineur d'onyx, et qu'il lui tardait d'avoir des nouvelles des carrières d'Inquanok, mais tout ce qu'il a appris n'ajouta pas grand-chose à ce qu'il savait déjà. Les mineurs devenaient timides et évasifs dès qu'il était question du désert glacé qui s'étend dans le nord et de la carrière que ne visite aucun homme. Ils avaient peur des émissaires fabuleux qui viennent des montagnes avoisinant le pays où, dit-on, se trouve Leng. Ils avaient peur des présences diaboliques et des sentinelles innombrables qui veillent dans le grand nord, parmi les rocs éparpillés. Ils murmuraient aussi que les fameux oiseaux Shantak ne sont pas des animaux normaux, et qu'en vérité, il valait mieux qu'aucun homme n'en ait jamais réellement vu un. Le légendaire père des Shantak qui gîte dans le dôme du palais royal est nourri dans le noir. Le jour suivant, disant qu'il désirait faire le tour des différentes mines du pays pour son compte, visiter les fermes dispersées et les curieux villages d'onyx d'Inquanok, Carter loua un yak et le chargea de grands sacs de cuir pour le voyage. Par-delà la porte des caravanes, la route s'étire toute droite entre les champs labourés où se dressent de nombreuses et singulières fermes couronnées de dômes bas. Carter s'arrêta dans quelques-unes de ces maisons pour poser des questions. Il tomba une fois sur un hôte, si austère, si réticent et paré d'une telle majesté naturelle, semblable à celle qui imprégnait les traits sculptés sur le Ngranek, qu'il fut certain
d'avoir rencontré l'un des grands anciens en personne, ou, tout au moins, un être dans les veines duquel leur sang coulait pour 9/10. À cet être austère et réticent, il prit garde de ne dire que du bien des dieux et de vanter toutes les bénédictions dont il l'avait toujours comblé. Cette nuit-là, Carter campa au bord de la route, dans une prairie, sous un arbre ligate auquel il avait attaché son yak. Et au matin, il reprit son pèlerinage vers le nord. Vers 10h, il atteignit le village, au petit dôme d'Urg, où se reposent les marchands et où les mineurs racontent leurs histoires. Il s'arrêta dans leur taverne jusqu'à midi. C'est à partir de là que la grande route des caravanes oblique à l'ouest vers Célarne. Carter continua vers le nord par la route des carrières. Tout l'après-midi, il suivit cette route montante qui était un peu plus étroite que la grande route et qui traversait maintenant une région où s'étendent plus de roches que de champs labourés. Le soir, les basses collines qui se dressaient à sa gauche firent place à de colossales falaises noires qui lui firent comprendre qu'il approchait de la région des mines. Tout au long de sa marche, les grandes faces dénudées des montagnes infranchissables avaient, à sa droite, culminé dans le lointain. Et plus il avançait, pire étaient les contes que dans la bouche des fermiers, des marchands et des conducteurs des lourdes charrettes d'onyx, il entendit à propos de ces montagnes. La deuxième nuit, il attacha son yak à un poteau planté dans le sol et campa à l'ombre d'un grand rocher. Il remarqua sous cette latitude nordique la plus grande phosphorescence des nuages et pensa plus d'une fois avoir vu des silhouettes noires se dessiner contre eux. Le troisième matin, il arriva en vue de la première carrière d'onyx et salua les hommes qui y travaillaient avec des pics et des ciseaux. Avant que le soir ne tombât, il était passé devant 11 de ces carrières, le pays étant surtout formé de falaises d'onyx et de murs de galets sans la moindre végétation. Il n'y avait, çà et là, que de grands morceaux de roc dispersés sur le sol noir, tandis que sur la droite, les grands pics infranchissables s'élevaient toujours, sinistres et décharnés. Il passa la troisième nuit dans un camp de mineurs, dont les feux, tremblants, jetaient des reflets bizarres sur la falaise polie qui se dressait à l'ouest. Ils chantèrent beaucoup et racontèrent nombre d'histoires, faisant preuve d'un si étrange savoir des anciens jours et des habitudes des dieux, que Carter comprit qu'ils possédaient beaucoup de souvenirs latents de leurs ancêtres, les grands anciens. Ils lui demandèrent où il allait et lui conseillèrent de ne pas remonter trop loin vers le nord. Mais il leur répliqua qu'il cherchait de nouvelles falaises d'onyx et qu'il ne courait pas plus de risques que les habituels prospecteurs.
Au matin, il leur dit adieu et chevaucha à travers un pays de plus en plus sombre, où d'après ce qu'on lui avait dit, devait se trouver la carrière inquiétante et abandonnée, d'où des mains plus vieilles que les mains des hommes avaient extrait des blocs prodigieux. Il fut pris d'inquiétude quand, se retournant pour un dernier geste d'adieu, il pensa avoir vu s'approcher du camp ce vieux marchand trapu, à l'œil torve, dont le trafic supposé avec Leng défrayait les conversations dans la lointaine d'Ilatline. Après qu'il eut dépassé 2 autres carrières, les régions habitées d'Inquanox semblèrent prendre fin, et la route se fit plus étroite jusqu'à n'être plus qu'un chemin de yak très en pente, serpentant à travers les noires falaises interdites. Sur la droite se dressaient toujours les pics lointains et décharnés. Et à mesure que Carter s'avançait de plus en plus dans ce royaume vierge, il trouvait qu'il devenait plus sombre et plus froid. Il s'aperçut bientôt que sur le noir chemin, il n'y avait plus ni empreinte de pieds, ni empreinte de sabots, et comprit qu'en vérité, il était arrivé dans les contrées étranges et désertes de l'ancien temps. Une fois, par hasard, un corbeau croissa dans le ciel, et derrière quelque énorme rocher, de temps à autre, il entendit un battement d'ailes qui lui fit penser avec angoisse au fameux oiseau Shantak. Le plus souvent, il n'y avait rien, et Carter continuait solitaire à chevaucher sur sa monture à la toison broussailleuse. Il se troubla en remarquant que son excellent yak renâclait de plus en plus à avancer et était de plus en plus enclin à grogner de frayeur au moindre bruit. Le sentier se resserrait maintenant entre des murs noirs et luisants, et sa pente s'accentuait. La progression était difficile, et le yak glissait souvent sur de gros éclats de pierre. Au bout de 2 heures, Carter aperçut devant lui une crête au contour précis, au-delà de laquelle il n'y avait plus rien que le triste ciel gris. Il bénit la perspective d'un palier ou d'une descente. Atteindre cette crête n'était pas cependant chose facile, car le chemin était maintenant presque vertical et que la chute de gravier noir et de petites pierres le rendait dangereux. Carter descendait parfois de son yak, et quand il s'entravait ou trébuchait, tirait derrière lui l'animal inquiet, en gardant son équilibre du mieux qu'il le pouvait. Il atteignit alors brusquement le sommet, et comme il regardait à l'avant, ce qu'il vit lui coupa le souffle. Ouais.